Yazid Hichemraen, bonjour. Bonjour. Alors racontez-moi, décrivez-moi précisément une Madeleine de Proust gustative. Voilà, quelque chose comme ça. Quand je vous pose la question, vous pensez à quoi? Un goût dans la bouche, un moment particulier, un produit? Dites-moi. Alors, ma Madeleine de Proust, c'est forcément une pâtisserie. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce métier. Ça vient de mon enfance. Et il se trouve que quand j'étais plus jeune, ma tati allait dans une grande surface récupérer une boîte de 10 éclairs plus 2 offertes. Et elles étaient au café. Et donc on bénéficiait de ces promotions de grande surface avec des éclairs qui n'étaient pas forcément aussi bonnes que ce que je fabrique aujourd'hui, forcément, parce que je travaille avec du lait artisanal. On a une méthode artisanale et on travaille avec du lait de la ferme et des œufs bio, mais ça reste ma Madeleine de Proust. Parce que vous avez encore le goût en bouche. Exactement, Ouais. exactement. Et j'aime d'ailleurs, de temps en temps, aller dans cette même grande surface remanger cette fameuse éclair, même avec plusieurs tours du monde à mon actif et plusieurs ouvertures de boutiques. J'aime énormément ce goût de l'enfance. Une vraie Madeleine de Proust. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Yazid Hichemraen, le petit prince de la pâtisserie. C'est quand même assez élogieux, c'est ainsi qu'on vous surnomme néanmoins, car vous êtes très jeune, mais désormais au Royal Monceau à Paris, entre autres. On vous appelle ainsi en référence à un livre et à un film qui parlent de vous et qui vous raconte un peu façon Petit Prince finalement, parce que votre enfance, là vous parliez de votre tati, avant votre tati il y a eu autre chose, tout n'était pas écrit. Pour vous, finalement, cette carrière que vous vivez aujourd'hui, ce succès, on peut le dire, c'était pas forcément ce qui vous attendait. Exactement. La chance que j'ai eue, c'est mes rencontres, qu'elles soient aujourd'hui ou même avant. Et une des rencontres les plus marquantes et prédominantes de toute ma vie, au-delà de ma carrière, c'est celle de ma tati, parce que j'ai grandi en famille d'accueil, donc c'est ma fameuse tati, qui m'a ouvert non seulement les portes de ce métier, qui fait qui je suis aujourd'hui, qui m'a donné à la fois la rigueur, l'engagement, la régularité que tout être humain devrait avoir, mais aussi... Elle a joué son rôle de parent, et au-delà de ça, elle vous a mis sur les rails de ce métier. De ce métier. Et quand on grandit comme moi à l'aide sociale à l'enfance, forcément, on n'a pas toujours la reconnaissance qu'on voudrait. Et c'est ce métier et ma tati qui m'ont réellement donné cette reconnaissance. Cette reconnaissance, et en plus qui est due au fruit du hasard. C'est-à-dire que vous, à l'époque, vous êtes enfant, vous êtes très jeune, vous ne choisissez pas. On ne choisit jamais sa famille, on choisit encore moins sa famille d'accueil. C'est-à-dire que vous êtes placé au hasard, donc c'est une chance multipliée par deux. C'est une immense chance, parce que être placé en famille d'accueil, c'est donné à tout le monde. Parce qu'on est en France, il y a des bonnes infrastructures pour les enfants qui peuvent pas avoir de parents décents pour s'occuper d'eux comme moi à l'époque. Mais cette famille d'accueil, ça a été vraiment la personne la plus marquante de ma vie, et je les vois toujours. Je fais Noël avec eux très bientôt, donc je suis très, très heureux. Vous avez eu de la chance, mais alors de la chance pour ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire pour la famille d'accueil, et ensuite de la chance dans un contexte professionnel qui se provoque. Ça, c'est quelque chose qui n'arrive pas tout cuit dans le bec, si je prends une expression populaire. Comment est-ce que vous avez, vous, provoqué votre chance? Comment vous avez réussi à rencontrer les bonnes personnes? Et puis, j'imagine, la volonté. Vous parliez à l'instant de cette vocation, le fait que votre tati vous ait mis sur les rails. C'est ça qui vous a donné le courage, la force d'oser parler et d'aller vers les autres. Vers des chefs et des entreprises. Je pense que si je dois retracer rapidement mon parcours, j'ai commencé par le commencement, l'éducation. Et la chance que m'a donnée ma tati, c'est une bonne éducation avant tout, savoir me comporter et me tenir. Et je pense que quand on est éduqué, qu'on a envie d'aller toujours vers le sens de la qualité, quoi qu'il arrive, ça paye. Et c'est vrai que quand j'ai commencé ce métier, je connaissais rien du tout, mais quand j'allais toquer aux portes des entreprises, j'essayais toujours de faire preuve d'éducation et d'envie 3 fois plus grande que les autres candidats qu'ils avaient rencontrés. Donc souvent ça fonctionnait. Donc de l'envie, une attirance pour cet univers particulier, on va y venir, mais et surtout vous avez dit, elle m'a appris comment bien me comporter, etc. Là, quand on vous parle comme ça, on a l'impression d'avoir affaire à un chef pâtissier extrêmement calme, extrêmement placide, sûr de lui. Vous avez ce tempérament naturellement, vous êtes quelqu'un de calme et de...
Pas forcément. Je pense que pour faire ce métier, il faut être tout sauf calme. Il faut savoir Ouais. doser un peu comme dans une recette. Il faut être équilibré. Il faut être calme à certains moments quand on finit le décor d'un très joli gâteau. Ouais. Mais être très speed Au et début. même parfois arrogant à d'autres instants. Parce que faire une recette, c'est un peu comme dans la vie. On va pas réussir 9 fois et on va réussir une fois. Et c'est cette petite note d'arrogance et cette confiance qu'on arrive à nous conférer qui va permettre de recommencer sans se dire que la recette suivante sera ratée. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai des gâteaux, et comme dans ma carrière, que j'ai pu rater 10, 15, 20 fois. Et pour recommencer à chaque fois, afin de réussir à me rapprocher de l'excellence, il a fallu que je me remette suffisamment en question. Alors justement, il y a plusieurs écoles à ce niveau-là. Est-ce que vous, quand vous dites, voilà, il m'est arrivé de rater quelque chose, est-ce que quand vous ratez quelque chose, certains peuvent se dire, voilà, je le mets dans un tiroir et on y reviendra plus tard, d'autres disent, c'est vraiment raté pour de bon, j'y reviens jamais. Vous êtes plutôt du genre insistant, c'est-à-dire vous y revenez 10, 15, 20 fois. Je m'arrête pas, et jamais, tant que je n'y arrive pas. Pour tout un tas de choses, si j'ai pas la réponse à quelque chose ou si j'arrive pas à obtenir quelque chose, je m'arrête pas tant que je n'ai pas obtenu. Donc c'est une question de tempérament. Je pense qu'il n'y a pas de bon ou mauvaise recette là-dessus. C'est comme un sprinter. Il y a des gens qui vont s'entraîner 3 fois par jour et des gens qui vont s'entraîner 3 fois par semaine. Il faut savoir se connaître et savoir jusqu'où on peut aller. Et moi, mon tempérament, c'est vraiment d'obtenir les gains de cause le plus vite possible. Vous parlez de sprinter, de marathon. Vous avez un rythme en termes de réflexion, de test. Comment s'organise une journée? J'imagine que c'est pas toutes les mêmes, mais peut-être vous avez des rituels dans la façon dont vous faites une recette, le début, la fin, le laps de temps qui se passe entre les deux. Il y a un rythme qui vous ressemble? Il n'y a absolument pas de rythme. En fait, une journée, je mets beaucoup de plaisir à dire que c'est un peu comme si j'étais sur une planche de surf avec différentes vagues. Il faut, en fonction des sets de vagues qui arrivent, se laisser porter à la vitesse où elle va et avec les soucis et tout le quotidien aussi qui est propre à un entrepreneur et un chef pâtissier. Parce que qui dit chef pâtissier dit bien entendu créer des recettes. Mais avant de créer des recettes, il faut aussi pouvoir former son personnel, transmettre son âme, son cœur et sa passion de manière à ce que tous les gâteaux soient faits correctement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Il n'y a pas une journée qui se ressemble. Joël Robuchon, Philippe Conticini, Pierre Hermé, vous avez côtoyé d'une façon ou d'une autre, travaillé avec les plus grands chefs. Est-ce que quand vous rencontrez pour la première fois ce genre de personnages qui sont plus expérimentés, plus vieux, plus vieux, c'est un terme atroce, mais bon, enfin qui sont plus seniors, disons, que vous, qui ont plus d'expérience, vous êtes impressionné un moment dont vous vous rappelez peut-être d'une rencontre avec un grand de ce monde? C'est très simple, Joël Robuchon. Ouais. C'est bien plus qu'une rencontre, ça a été une consécration pour moi parce que quand j'étais petit, ma tati, entre midi et 12h30, regardait Bon Appétit bien sûr. Donc c'était une émission animée par Joël Robuchon et son chef Éric Bouchenois. Ouais. Et je suis allé jusqu'à Monaco pour travailler pour lui et le rencontrer. Et ça a été une école de formation à la fois la plus difficile parce qu'il a fallu apprendre l'extrême rigueur pour aller dans l'excellence et la performance, mais en même temps, ça a été la chose la meilleure qui me soit arrivée parce que quand je l'ai rencontré, je le voyais vraiment comme un monument, c'était mon Johnny Hallyday à moi. Et c'est vrai que c'est une chance et je souhaite à chaque personne qui fait un métier artisanal de pouvoir rencontrer des personnes aussi singulières, aussi humaines que ce genre de personnes parce que pour moi, les chefs, on met souvent en avant le fait de leurs caractéristiques autour des bûches de Noël, des gâteaux et du travail artistique qu'ils font toute l'année. Mais c'est avant tout, je pense que pour être un grand chef, il faut être doté de grosses compétences humaines qu'il faut travailler chaque jour parce que aujourd'hui et surtout dans notre époque, en 2025, quand il faut manager des équipes, on les manage plus pareil qu'il y a 15 ans. Oui. Et donc, on est sur un management d'exemplarité avec tout un tas d'amour à transmettre à nos équipes, même avant de réaliser les recettes. Donc,
j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer ces personnes, énormément. Passons maintenant à une matière visible qui est devant nous sur ce plateau. Donc ce sont 2 bûches de saison, on va dire. Alors c'est amusant parce qu'en off, juste avant le début de l'émission, vous avez regardé de façon très méticuleuse, pas celle-ci, à quoi que si, vous aviez touché ça, qui était selon vous pas bien, mamie, mais surtout cette bûche blanche, et vous avez même soulevé pour vérifier que tout était ok. C'est un réflexe pour vous, le côté méticuleux comme ça, le côté parce que vous travaillez évidemment dans un palace, donc c'est un réflexe palace, ça, le souci du détail, la minutie jusqu'à son. Je pense que c'est un réflexe palace, mais c'est un réflexe qui me caractérise depuis très jeune. Je suis assez maniaque, moi je suis de signe astrologique vierge, donc j'aime bien que tout soit parfait et chaque chose à sa place. Et quand on forme les gens, quand on a des employés qui viennent nous rejoindre pour apprendre à nos côtés, il faut pouvoir leur donner ce goût de l'extrême détail. Et par exemple, aujourd'hui, cette bûche, parce qu'on n'est pas encore rodé, qu'on n'est pas tout à fait le 24, il nous reste encore à peu près une semaine pour être Elle n'est pas parfait. définitive, celle-ci. Elle n'est pas complètement définitive, et c'est pour ça que je l'ai levée, parce que cette bûche est une association entre l'amande amère de Provence, donc un goût qui est vraiment prédominant, la floralité de la mandarine de Menton ou de Sicile en fonction des arrivages, et on a l'acidité et le côté légèrement amer du yuzu. Et en fait, en dessous ce voile, on vient mettre un gel de yuzu qui doit se diffuser afin d'arrondir et d'assaisonner l'amande amère et la mandarine. Et en fait, si on n'a pas suffisamment, on n'a plus du tout le même goût et on n'a plus du tout la même longueur en bouche. Donc la première chose que je fais, c'est je regarde quelle intensité de yuzu ils mettent juste en dessous du voile. C'est très important. Combien pour une bûche comme ça? Parce que Noël, c'est un moment, enfin les fêtes, c'est un moment où évidemment essentiel. Bien sûr. Pour vous, il y a combien de retouches? On a l'impression que je parle d'un vêtement, mais combien de petites imperfections on gomme? Comment on travaille une bûche comme ça? Et combien de fois vous diriez? Alors, on la travaille depuis le mois de septembre. Cette bûche, voilà. Donc les prémices, le premier. C'était même au mois d'août, voilà, au mois d'août et septembre, shooting photo. Parce qu'aujourd'hui à Paris, on a une deadline à tenir pour la presse, il faut pouvoir l'envoyer très tôt. Et en fait, entre ce fameux shooting photo et le premier achat le 24 à nos clients, on doit retravailler la bûche très sincèrement une bonne quarantaine, une bonne cinquantaine de fois, parce que il faut que tout simplement tout soit parfait. Et celle-ci, alors parlons de sa voisine, et ensuite, dernière question, il nous reste déjà plus que 2 minutes 15. Alors celle-ci, c'est une forêt noire qui est complètement revisitée, mais laissée à l'ordre du jour. Donc on a une mousse chocolat, une chantilly vanille et un biscuit entièrement sans gluten, parce que forcément, lors des fêtes de Noël, on mange déjà beaucoup, donc il faut que la bûche se digère correctement. Bûche digeste, bravo. Exactement. Et dessus, ce que vous voyez, qui reflète les queues de la griotte, de la cerise, de la forêt noire, c'est des gousses de vanille séchées. Voilà. C'est magnifique. Il nous reste 1 minute 45. Une question, c'est la dernière ou presque. Sur les réseaux sociaux, on en parle un peu. Là, on a parlé de métier, on a parlé de savoir-faire, de votre parcours. Mais les réseaux sociaux, vous avez des millions d'abonnés. 2 millions sur Instagram, je crois. C'est beaucoup. C'est une fierté, j'imagine, dans une certaine mesure. Mais comment, vous qui faites un métier de l'intelligence de la main, comme on dit maintenant, qui est pâtissier, qui est créatif, comment est-ce qu'on fait pour garder en priorité ce métier-là, ce qu'on voit devant nous, et pas le smartphone, et pas les réseaux, pas les likes? Quelle est la priorité? Comment est-ce que vous gardez, vous, ces priorités-là? Je crois que c'est important aujourd'hui. Je pense que c'est même une très 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 bonne question. Et c'est ce que j'explique à mon équipe. 2 millions d'abonnés, c'est une fierté, et en même temps non, parce que moi je fais des gâteaux et j'ai eu la chance de pouvoir à un certain moment pouvoir parler de mon métier, de mon histoire au travers de plusieurs livres et d'un film. Mais il y a des gens qui sont chirurgiens ou médecins qui tous les jours sauvent des vies et tous les jours s'occupent de l'homme qu'ils ont en face d'eux, qui n'ont pas beaucoup d'abonnés et qui font 100 fois plus que moi. Je pense que la bonne méthode, c'est de rester les pieds sur terre, de bien se rappeler qu'à la fin de la journée, on fait que des gâteaux et que ce qui compte, c'est le plaisir réel
de ce qu'on peut offrir aux gens sur la table, parce que le métier de pâtissier, c'est avant tout intervenir dans les moments forts et la vie des gens, et pas forcément regarder les followers. Vous avez des followers, vous offrez du plaisir aux gens, mais vous ne sauvez pas des vies. Exactement. C'est ce que je retiens. Yazid Hichem Rahene, donc le petit prince de la pâtisserie. Merci d'être venu sur ce plateau. Joyeuse fête. À très bientôt. À vous aussi. Merci à vous. Merci.